Bonjour à tous, je suis ravi, je ne sais plus quelle caméra je regarde parce qu'effectivement maintenant c'est filmé. Donc bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des interviews Histoire de Timeline. Antoine Balzo, je suis ravi de vous recevoir à nouveau, c'est la 3e fois. Ah oui, déjà. Et je vous reçois pour un super livre, Dans la tête de nos ancêtres, et je vais savoir ce qu'il y a dans votre tête à vous, parce que c'est incroyable. Quelle histoire passionnante. Vous avez cherché à savoir ce qu'il y avait, en fait, à quoi ressemblait le cerveau de Néandertal. Pourquoi cette idée? Comment c'est venu? Parce que ça fait un moment que je suis sur ce sujet-là. Je travaille sur des fossiles humains depuis toujours. Vous êtes paléoanthropologue, pour ceux qui débarquent. Et donc, cet aspect de structure interne aux fossiles m'intéresse depuis toujours. C'est vraiment ce que j'ai cherché à faire en utilisant l'imagerie, essayer d'observer tout ce qui est caché à l'intérieur. Et pour le cerveau, évidemment, on ne retrouve pas le cerveau. Fossile, il ne se conserve pas. Tout ce qui est mou ne se conserve pas. Alors, sauf exceptionnellement, des miracles, on a retrouvé des cerveaux de poissons très anciens, des choses extraordinaires où il y a une enveloppe qui s'est conservée des tissus mous. Mais pour des fossiles humains, c'est jamais arrivé. Il y a quelques cas extraordinaires comme Otzi, l'individu complètement congelé. Il y a des matériaux qui correspondent à son cerveau, mais en fait, c'est un amalgame complètement tassé, il n'y a plus de structure, il n'y a plus de forme, il n'y a plus de cellules cérébrales, donc il n'y a pas d'information liée au cerveau. D'accord. Ce qu'on fait pour essayer d'accéder au cerveau, c'est regarder la surface interne du crâne, parce qu'en fait, pendant la croissance de chaque humain, le cerveau et le crâne ont une croissance qui se fait en même temps, l'un contre l'autre. Évidemment, notre cerveau ne va pas plus vite que notre boîte crânienne, et les deux sont imbriqués l'un dans l'autre. Et donc, durant cette période de croissance, dans nos premières années d'enfance, eh bien, il y a des marques qui s'impriment sur la surface interne du crâne et qui sont liées au cerveau. Donc, on a comme ça un reflet magique, en quelque sorte, de la forme du cerveau. Le tout, c'est d'arriver à comprendre justement à quoi correspondent les marques que l'on observe, et c'était vraiment l'objectif du projet scientifique qu'on vient de mener. Un peu comme les sillons qui sont laissés sur le sable une fois que la mer s'en va, on voit les vagues, on voit ce qui reste sur le sable, c'est un petit peu ça en fait. C'est un peu le même mécanisme, le mouvement d'imbrication des deux, de croissance des deux, et tous les tissus qu'il y a entre les deux, parce qu'il y a aussi des veines qui s'impriment sur la surface interne du crâne. Ben c'est la même idée, ça se conserve, ça s'imbrique l'un contre l'autre, et on a ce reflet de l'extérieur, de la surface du cerveau, qui est marqué pour toujours à l'intérieur des boîtes crâniennes. Donc ça veut dire que quand on prend un crâne de Néandertal, quand on en retrouve, et vous avez raconté qu'on en a, évidemment, vous en avez en votre possession au Muséum national d'histoire naturelle, quand on le retourne, il y a ces petites formes, ces petits stries, ces petits sillons en fait, c'est ça, même microscopiques. C'est tout petit, très fin, mais ça faisait bien 150 ans qu'on s'était rendu compte qu'il y avait ces marques-là. Depuis la découverte des premiers fossiles humains, les chercheurs ont essayé d'interpréter la forme du cerveau sur ces boîtes crâniennes. Donc on l'a toujours fait. Le début du projet, en quelque sorte, au moins pour moi, c'est que justement, depuis le début, on regarde cette surface, on la moule, on a un volume qu'on appelle un endocrâne, donc ce reflet de l'intérieur du crâne, sur lequel on voit des petits reliefs qui sont des petites veines, et puis des petites dépressions qu'on interprète comme les sillons du cerveau. Le problème, c'est qu'on n'avait pas jusque-là de lien direct entre le cerveau et cet endocrâne. On n'avait jamais pu exploiter en même temps sur des individus la forme du cerveau et la forme de l'intérieur du crâne, ce qui fait qu'on partait sur des logiques, de raisonnement assez logiques, en prenant des cerveaux moyens d'individus actuels, en regardant la forme de cet endocrâne, on supposait que les sillons se trouvaient à certains endroits, et on avait toujours fait comme ça depuis 150 ans, avec des chercheurs qui pendant longtemps avaient fait des descriptions. Ce qui fait qu'on reproduisait la même logique de tel sillon doit être par là, logiquement ce serait par ici, etc., mais sans jamais le vérifier. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire là avec ces recherches. Alors ce qui est génial, c'est que tout le livre, vous racontez toute l'histoire en fait. On est dans une histoire, un vrai voyage de tout le projet. Vous insistez beaucoup, et c'est important, et d'ailleurs j'ai pas cité Tiphaine Derry qui fait les dessins, sur le côté équipe. Vous n'êtes pas tout seul. C'est pluridisciplinaire. Même là, c'est vraiment tout le monde ensemble, toutes les spécialités ensemble. Je crois que c'est la première fois que je vois autant de spécialités dans un seul projet. C'est rare, en fait. Ça arrive souvent. En fait, en science, on a tendance à essayer de travailler
avec des domaines différents. La difficulté, c'est de le faire réellement. C'est toujours ce débat sur qu'est-ce que la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité. Souvent, on essaye quand même d'avoir des domaines différents qui contribuent au même projet. Mais en général, on reste dans de l'apport cumulé. Chacun fait ce qu'il sait faire dans son domaine et à la fin, on regarde ce qu'on a comme résultat. Là, on voulait vraiment faire quelque chose de pluridisciplinaire, c'est-à-dire prendre des gens de domaines différents qui travaillent ensemble, qui échangent ensemble au moment de la création de l'ensemble du projet et des analyses pour expliquer quelles sont les limites à chaque méthode pour à chaque fois en extraire le meilleur. Et c'est ce qui fait totalement la différence. Au lieu de prendre des données issues d'un autre domaine et d'essayer de les exploiter à notre manière, là on a vraiment pu co-construire quelque chose qui nous permettait d'obtenir le meilleur de plein de domaines différents. Des neurologues, des gens spécialistes dans l'imagerie, des gens spécialistes dans le calcul, dans l'informatique. Et donc toutes ces compétences-là ont permis d'extraire le maximum pour essayer de mieux comprendre le cerveau des humains préhistoriques. C'est génial. C'est la première fois que ça a été fait, ou on l'a fait avec des dinosaures. J'ai vu qu'on l'avait fait avec des ours, c'est ce que vous dites. Ah bah, c'était dans le cadre du projet aussi, on a essayé d'élargir un petit peu. Pourquoi les ours alors Alors, une part d'opportunité parce qu'on a des crânes d'ours. En termes de ressources humaines. Une post-doctorante que je connais bien travaille sur l'anatomie des ours. Or, on sait que chez les carnivores, l'endocrâne, ce moulage interne du crâne, montre beaucoup plus de détails que chez les humains. Et donc, c'était intéressant d'avoir un groupe externe aux humains pour voir à quel point il y avait un lien entre l'endocrâne et le cerveau chez ce groupe-là. La chance est qu'au muséum, on a des collections gigantesques. Donc, on a pu trouver des cerveaux et des crânes d'ours de plusieurs espèces différentes. Et donc, d'avoir à la fois les modèles du cerveau et de l'endocrâne et pouvoir comparer la réalité du lien entre les deux. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que justement, les ours, on voit bien qu'il y a des marques très nette, très visible sur les endocrânes, alors que chez nous, c'est plutôt lisse. On a pu faire un lien direct avec le cerveau. Ce qui est intéressant, c'est que la distance entre les deux objets est très grande. Le cerveau, il y a du liquide autour comme chez nous, mais chez nous, l'imbrication est vraiment assez proche. Chez les ours, il y a un grand écart, mais par contre, la croissance doit se faire tellement rapidement que ça imprime énormément et que c'est un vrai reflet de la forme du cerveau. D'où l'intérêt de comparer avec d'autres groupes. D'accord, je comprends. Je vous l'ai dit hors micro, je le redis parce que c'est important. Vous savez et vous aimez redonner, en fait. Vous aimez redonner au grand public. Et il y a parfois des... J'ai des milliers de questions, hein, évidemment. On va pas rester 3 heures, ça va être compliqué. Mais j'ai noté des choses qui m'ont amusé parce que c'est très important. Enfin, je trouve ça très important. Comme vous dites, alors, on a toute l'érudition évidemment du livre, mais parfois vous dites je fais appel à un ami, cette mission que nous avons acceptée, ça c'est incroyable parce qu'on est dans la simplicité aussi, on n'est plus chez les vieux barbons, pardon pour ces grands personnages qu'on a connus, que vous avez connus, Yves Coppens, etc. C'était pas ça, c'était pas aussi sympa quoi, quand on les lisait les bouquins. Yves c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que c'était un sacré communicant, il faisait des blagues, oui, c'est vrai que les livres c'était... Je parle des livres, moi je les connais pas. Mais... Oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a la finalité n'est plus tout à fait la même. Ouais, ça se sent. Moi, mon intérêt, c'est de faire comprendre la science, mais de faire comprendre aussi la démarche scientifique. Et finalement, derrière ce genre d'ouvrage, c'est aussi le but que les gens apprennent des choses, mais qu'ils apprennent aussi comment l'on fait, comment on réfléchit, pour être capable de le faire aussi par eux-mêmes, d'arriver à comprendre où est le doute, où sont les limites de la science, et ça dépasse juste l'apport de connaissances. C'est facile de dire, voilà, on a trouvé ça, et de l'expliquer, mais arriver à amener le lecteur à comprendre notre processus, notre démarche, et ben forcément, il faut arriver à l'expliquer de manière claire, et moi, ça m'amuse d'essayer de le faire aussi avec des petits décalages, des aspects un peu plus amusants, parfois en allant loin dans le détail, mais en évitant aussi les aspects trop scientifiques de spécialistes qui sont finalement pas intéressants pour 10 personnes, et c'est pas ça le but. Le but, c'est d'essayer de comprendre comment on fait. Même si parfois il y a des éclairages extrêmement importants, hein, IRM, etc. C'est pas mal de savoir comment ça marche, etc. C'est vachement important. Mais ça montre que vous êtes humain, ça c'est bien, ça montre que vous êtes un peu comme nous, quoi. Il n'y a pas ce décalage qu'on avait avant. Ça, c'est important quand même. Il y a plein de choses qui m'ont étonné, notamment vous dites à un moment donné que au Muséum d'Histoire Naturelle, vous montrez les vrais fossiles, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des musées. C'est vrai, c'est-à-dire que quand on va dans un musée, c'est des faux. C'est vrai. Oui, eh bien, il y a une raison aussi de conservation et de logique. Évidemment, les fossiles humains, ils ont été trouvés à travers le monde, ils ne peuvent pas être montrés dans tous les musées.
Lucie Lavrel est en Éthiopie, celle qu'on monte au Musée de l'Homme, c'est pas la vraie. Déjà, je savais pas. D'accord, je croyais qu'on l'avait rapporté. Ah bah non, heureusement. Okay. C'est un vaste sujet. Ouais, c'est un autre sujet qui est un vrai débat d'ailleurs. Qui est complexe. Clairement, les recherches archéologiques préhistoriques à travers le monde se sont faites majoritairement par les pays occidentaux pendant longtemps. Maintenant, les fossiles sont en partie retournés dans les pays, c'est pas encore le cas pour tous, mais on a encore des progrès à faire dans la démarche et dans l'échange scientifique. L'autre aspect, c'est la manière dont on diffuse la connaissance au grand public. Et c'est vrai que dans les musées, on a tendance à mettre des objets sans expliquer réellement ce que c'est. Oui. Typiquement, on ne sait pas si c'est le vrai ou pas. Exact. Au Musée de l'Homme, c'est explicite, c'est écrit que ce sont des moulages quand ce sont des moulages. Et on a volontairement choisi d'avoir un espace. Alors évidemment, ça a une implication technique. Il faut que les spécimens soient conservés dans des conditions optimales. Donc c'est climatisé. L'espace est sombre aussi pour éviter qu'il y ait des variations de lumière et donc de température, pour que l'objet soit dans un milieu homogène et puisse être conservé. Et donc on présente ces fossiles originaux, un certain nombre de plusieurs espèces différentes qui ont été en plus complètement reconditionnés, remis en état, nettoyés pour être beaux parce qu'ils avaient été encollés il y a longtemps par des chercheurs. Maintenant, ce sont des préparateurs spécialisés qui font ça. Et donc, on peut se trouver face à face à nos ancêtres préhistoriques au Musée de l'Homme. Ça, c'est génial. Alors justement, ça m'amène une question que j'allais vous poser. Au fur et à mesure des nettoyages de ces crânes, de ces fossiles, etc., forcément, peut-être qu'il y a eu une sorte... ça a été abrasé. Est-ce que ça n'a pas retiré des stries, des sillons, et au moment où vous avez fait reconstituer ça en 3D, on va voir comment, etc. Vous avez pris ça en compte ou... Oui, on fait bien attention. Alors, il y a plein d'aspects qui déforment tout ça. Il y a tout l'effet de fossilisation du spécimen, évidemment, écrasé par les sédiments, abîmé, transformé aussi en matière. C'est plus de l'os fossile, ça s'est transformé avec le temps. Donc ça, on en tient compte. La préparation a forcément un impact. Le moment de la trouvaille aussi, parce que pour les spécimens les plus anciens, les techniques de fouille étaient moins précises ou moins fines qu'aujourd'hui. Donc il y a des fractures qui sont liées au moment de découverte. Mais ça n'a pas d'impact au point d'abîmer les surfaces internes. À l'inverse, plutôt on mettait tellement de matériaux de préservation que ça faisait une couche protectrice qu'on a plutôt enlevé là pour mieux voir l'anatomie. Et de toute façon, pour décrire les objets maintenant, on utilise de l'imagerie à très haute résolution qui nous permet d'avoir des copies virtuelles de très haute qualité qu'on va pouvoir modifier légèrement, réaligner, enlever les petites déformations, enlever les petits bouts de sédiments qui restent sans abîmer le spécimen original. Et donc, ça nous permet des analyses beaucoup plus précises que juste en manipulant le fossile de départ. Allez, on va rentrer vraiment dans le sujet. À quoi ça sert, ce travail? Parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est super, mais ça va m'apporter quoi? C'est une vaste question. Évidemment, ça nous apporte des connaissances sur notre histoire, sur le temps très très long. Sur les humains qui nous ont précédés, sur la diversité humaine, et analyser comme ça toutes les structures, c'est important, parce qu'il y a le crâne, évidemment, mais là on multiplie les informations, on essaye d'accéder au cerveau. Donc c'est vraiment un apport conséquent en termes de connaissances globales sur l'humanité, c'est indiscutable. Et puis le fait de travailler en équipe comme ça, variée, et de plein de domaines différents, ça ouvre des perspectives qui ne sont pas forcément attendues. On a fait par exemple des IRM sur des volontaires pour avoir tout un ensemble d'informations à une très haute résolution, plus que ce qu'on fait d'habitude. D'accord. Donc ça implique d'améliorer nos capacités en imagerie, puis les capacités de traitement. On a fait des développements logiciels nouveaux, parce que forcément quand on a mis ces données de meilleure qualité dans les logiciels, ça ne marchait pas. Il a fallu réadapter tout ça. Donc on fait des petits progrès comme ça, à la marge des domaines déjà existants. Ça nous amène des informations de meilleure qualité aussi pour mieux comprendre le cerveau actuel. Et puis surtout, en diversifiant comme ça nos analyses, on ouvre de nouveaux chemins. Et par exemple, on travaille aussi avec des chercheurs en milieu hospitalier sur la croissance crânienne chez Homo sapiens, parce qu'il y a tout un mystère autour de ça. La manière dont s'imprime notre crâne et notre cerveau, comment ça se forme, et les pathologies aussi qu'il y a parfois, qui sont un vaste sujet d'étude aujourd'hui, nous on l'aborde d'une manière plus fine, plus détaillée, et ça intéresse beaucoup les médecins, c'est pour ça qu'on travaille avec eux. On essaye de mieux comprendre comment les deux se connexent, et ça a un vrai apport dans la connaissance actuelle.
Et puis, sur des aspects de pathologie particulière, par exemple, on a la chance d'avoir en ce moment une neurochirurgienne qui fait une thèse de science. Alors évidemment, elle est ultra compétente dans le domaine et s'y connaît, et c'est une thèse de science, c'est un complément en quelque sorte, et surtout, elle ouvre comme ça une perspective nouvelle en étudiant, elle, des pathologies particulières liées au système veineux intérieur de notre crâne et aux AVC que cela crée. Elle opère les patients quand ils ont eu un problème. Mais l'approche médicale de ces questions-là fait que ce qu'on fait, c'est soigner les patients, soigner les gens qui ont eu un grave problème, mais on n'analyse pas tout le détail. Et là, ce qui est fait dans sa thèse, c'est analyser tout ce qui est autour, le cerveau, la boîte crânienne, les foramen, comment le sang circule dans la boîte crânienne, pour essayer mieux de comprendre ces corrélations, exactement comme on le fait nous sur les fossiles et sur des larges séries d'humains actuels ou archéologiques, ce qui lui permet de mieux comprendre justement la relation avec ces pathologies très particulières qui sont connues au moment où il y a un problème, et mieux comprendre leur origine, leur anatomie, dans la perspective après de mieux les traiter, peut-être même d'anticiper les traitements et de mieux soigner les patients. Donc tout le monde y gagne en fait. Et ça ouvre plus de questions finalement que de réponses. Oui. À la fin du livre, je me suis dit, mais finalement, il y a 1 million de questions, dont celle que je vais vous poser, mais qui s'ouvrent derrière. Alors, on apporte des réponses aux grandes questions qu'on s'est posées et auxquelles on voulait vraiment répondre dans ce premier projet ou cette première partie de projet. L'objectif, c'était d'arriver à reconstituer un cerveau d'humain préhistorique. On l'a là, à côté de nous. Exactement. Ouais. Pour arriver à faire ça, la première étape, c'était d'arriver à améliorer notre capacité à reconnaître des marques liées au cerveau sur l'endocrâne, sur ce moulage interne du crâne. Et ça, c'était presque l'objectif sur ces 4 ans de recherche unique, majeur de la recherche. Ça n'avait jamais été fait. Et c'est ce qu'on a fait. Non, mais pour des raisons logiques, pratiques. Je vous disais, on utilisait pour lire nos endocrânes un cerveau moyen ou un seul individu. Et donc, on projetait ce qu'on avait sous les yeux parce qu'on était limité. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu la chance d'avoir 75 personnes qui ont accepté de participer au projet. Qui ont passé gratuitement, hein, c'est ça quasiment gratuitement. Il y a un peu d'argent qui est donné quand on fait des IRM ou des expérimentations, mais ça demande du temps. Et donc, ils ont participé à cet aspect-là d'imagerie où pendant 1h30, on faisait des séquences IRM complémentaires. Alors, pour cette première partie du projet, ce qui nous a été utile, c'est 2 séquences en particulier. Une qui fait une imagerie du cerveau, tout à fait classique, et une qui arrive à imager l'os. Ce qui, avec l'IRM, n'est pas si simple. À partir de l'os, on pouvait extraire le moulage interne et donc l'endocrâne. Et donc, pour 75 individus, on avait à la fois ce moulage interne du crâne et puis le vrai cerveau de l'individu. Ce qui nous a permis de faire 75 fois une vraie relation entre le cerveau et l'endocrâne et de voir où était la position des différents sillons. Pour vous illustrer combien c'était important de faire ça, on a fait un test au tout début du projet. Le premier volontaire qui est passé, on avait son endocrâne, donc on l'a envoyé à tous les chercheurs qui travaillent sur des endocrânes pour essayer de voir la forme du cerveau, moi inclus. Certains n'ont pas répondu, ils n'ont jamais dû recevoir mon email. Ça m'a sidéré, mais on va y venir. Oui, il y en a même un que j'apprécie beaucoup qui m'a dit, mais... donner son nom. Non, et puis peu importe. Mais je suis sidéré. Il m'a répondu, oui, mais... On prend un risque en faisant ça, on va montrer qu'on se trompait. Bah oui, mais c'est ça la finalité. C'est ça la science. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on était dans une approche déductive qui était un peu simpliste. On prenait une image moyenne du cerveau et on l'appliquait sur chacun des endocrines qu'on obtenait, en plus d'espèces différentes. Donc ça a augmenté les doutes. Et probablement que nos descriptions n'étaient pas très justes. Là, on avait le moyen de tester sur un individu, justement, la qualité de ce qu'on faisait. Donc, on est une quinzaine à avoir répondu, à avoir joué le jeu, à avoir marqué les sillons sur cet endocrâne. Et globalement, on observait un aspect très positif, c'est qu'en effet, on arrivait à identifier des choses qui correspondent aux sillons du cerveau. Par contre, il y avait une variation entre chercheurs qui lisaient l'endocrâne gigantesque, du simple au triple en nombre de sillons marqués. Et puis sur la moitié des sillons qu'on marquait, on se trompait dans les noms. Et pour des sillons extrêmement importants, par exemple le sillon central qui sépare les lobes frontaux et pariétaux, qui est une zone extrêmement importante parce qu'il y a des zones fonctionnelles en avant, en arrière de sillon. Globalement, à 90%, on se trompait sur celui qu'on nommait sillon central. Donc c'était important de le montrer ça. Et c'est pour ça que
qu'ensuite, la seconde étape, avec les 75 individus, ça nous a permis d'offrir une sorte de cartographie de l'expression des sillons, une pierre de Rosette, en quelque sorte, de la lecture des sillons qu'on applique maintenant aux fossiles, qu'on va diffuser largement à tous les scientifiques pour qu'ils sachent maintenant que, en gros, le sillon central, il se trouve pas à l'endroit où on le décrivait avant, mais 2 cm en arrière chez Homo sapiens, que l'aire de Broca, qui est une zone impliquée dans le langage, qu'on positionnait à un endroit particulier, on se trompait depuis toujours, elle est un peu en arrière, mais c'est parce qu'on n'avait pas les moyens avant de le lire, et donc on augmente cette capacité-là, et puis on donne du qualitatif et de l'information aussi dans ce qu'on peut voir ou pas. Globalement, quand on lisait un endocrâne, chaque petit creux, on l'interprétait. Là, on se rend compte qu'il y a des zones où on lit, et c'est juste dans 80% des cas, et il y a des zones où, quand on lit, la plupart du temps, ce sont des petits artefacts d'été faux, parce qu'on s'est rendu compte que 20% des marques que l'on voit sur les endocrânes sont en fait des choses pas liées au cerveau. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, liés aux veines qui passent par là, aux sutures qui sont présentes, et elles sont localisées dans certaines zones. Donc, on apporte plein d'informations pour vraiment améliorer notre capacité à lire les marques laissées par le cerveau chez les spécimens fossiles. Dites-moi, c'est nobélisable, ça ? Oh non. Non. Pardon, mais le pas, franchement. L'apport scientifique est important. Il est passé par un premier petit essai qui nous a fait trébucher. On a montré qu'on se trompait. Ouais. Mais c'était à la fois amusant et intéressant. Et d'ailleurs, dans ceux qui ont participé, il y a une des chercheuses les plus renommées du domaine qui finit sa carrière maintenant, mais qui pendant 40 ans a publié des quantités d'articles et qui là était extrêmement amusée par l'idée et ravie de participer à ça. Elle m'a réécrit à chaque étape en disant « Mais c'était génial de faire ça, quelle bonne idée !» Et depuis, elle utilise la base de données qu'on a constituée pour publier de nouveaux articles où elle remet en question ce qu'elle décrivait avant. Et j'adore, je suis ravi qu'on ait réussi à faire ça et que ça puisse profiter à tous. Donc c'était important de le faire. Néanmoins, ça reste relativement anecdotique. Ça nous permet de mieux lire le cerveau des humains fossiles. Ça révolutionne pas la science non plus. On va le montrer, puisque on a la chance d'avoir la caméra. Donc là, il y en a 2 moitiés. Oui, exactement. C'est la fin du processus. Voilà, l'idée du projet, c'était arriver à mieux lire et pouvoir l'appliquer. Évidemment, on n'arrive pas à une lecture de 100%. Je vous l'ai dit, tous les sillons ne sont pas marqués, on n'a pas tous les détails. Et on a voulu se focaliser sur les zones principales du cerveau. Donc on a commencé par un Homo sapiens, Cro-Magnon 1. Un Homo sapiens il y a 28 000 ans, un des premiers en Europe, bien conservé, caractéristique. Et puis c'était facile de s'attaquer à ce spécimen-là, parce qu'il y a 15 ans, celui qui l'avait décrit, c'était moi. Donc au moins, comme première publication, dire « il y a eu des erreurs dans la description », c'était mieux de commencer par un de mes articles. Joli. Et en effet, il y avait plein de problèmes dans ce qu'on avait lu. Je vous disais, le sillon central, ce fameux sillon qui sépare les lobes frontaux et pariétaux, c'est celui qui passe ici. Ah d'accord, je croyais que c'était ça, là. Non, ça c'est la scissure interhémisphérique entre les 2 parties du cerveau. Le sillon central très important là, on l'avait décrit ici, on s'était trompé d'un sillon. Là, on a pu le positionner. Mais pour arriver à cette reconstitution-là, ce qu'on a fait, c'est prendre son endocrâne, lire les marques à partir de notre clé de lecture, et ensuite, on a pris un cerveau d'humain actuel et le lien entre l'endocrâne et le cerveau de cet humain actuel pour repositionner sur les sillons principaux qu'on avait pu lire. On n'a pas pu lire toutes les marques qu'on voit là. On a vu les principaux, les plus importants pour décrire finalement, et les positionner précisément. Et en déformant le cerveau, ça a remis aux vraies proportions du cerveau de cet humain du passé. Donc on a là un cerveau qui n'est pas le vrai, mais qui est une réplique au moins de la position des principaux sillons qui ont entraîné aussi un peu les autres sillons avec lui, mais on a les grandes proportions du cerveau de cet humain préhistorique, et ça c'est un apport qui est intéressant pour mieux voir l'anatomie. Surtout, ça, c'était la première étape, un Homo sapiens. Il n'y avait pas un enjeu majeur énorme, c'est la même forme générale du cerveau, donc il n'y avait pas une différence très nette, c'était assez aisé d'un point de vue mathématique à faire. On a ensuite fait la même chose sur un néandertalien. Alors là, ça nous a pris plusieurs semaines, parce que le premier test qu'on a fait avec la même méthodologie que pour l'Homo sapiens, on arrivait à un cerveau qui était tout écrasé, déformé, qui avait des proportions qui n'allaient pas, parce que les sillons s'embarquaient trop et ça faisait des formes vraiment étranges. Donc il a vraiment fallu adapter notre méthodologie, basée sur les mêmes sillons principaux, pour obtenir ce résultat-là,
qui montre donc les principales proportions aussi du cerveau d'un néandertalien. Et ça nous a éclairé réellement, ça nous a montré des choses qu'on ignorait ou qui avaient été décrites par le passé, mais en se basant sur la forme du cerveau d'Homo sapiens. Là, on se base vraiment sur la structure du cerveau de Néandertal. Et c'est pour ça que cet objet est intéressant, et le fait de pouvoir mettre les deux l'un à côté de l'autre, c'est qu'on voit clairement les différences. En termes de taille générale, Néandertal et Sapiens, c'est à peu près la même chose. En réalité, Néandertal, c'est un tout petit peu plus gros en moyenne que Sapiens. Mais il y a des différences de proportion. Notre cerveau est plus haut, le leur était plus large vers l'arrière comme ça. D'accord. Vu de derrière, on voit bien que les proportions sont vraiment différentes. Le nôtre est tiré comme ça, le leur comme ça. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les proportions des différentes parties du cerveau ne sont pas tout à fait les mêmes. Les lobes frontaux qui sont délimités par ce fameux sillon central, chez nous ça arrive ici, chez eux ça arrive ici, ils ont des lobes frontaux qui sont plus grands que chez nous. Ça faisait un siècle qu'on écrivait que les lobes frontaux, c'était la partie du cerveau la plus importante pour les prises de décision, le fonctionnement du corps, etc. Et donc, Homo sapiens avait les plus gros du monde. Bah, en fait, non. Quand on compare avec des fossiles, on se rend compte que c'est pas le cas, mais on n'avait pas le moyen de le mesurer précisément auparavant. Et puis voilà, des proportions différentes. Les lobes pariétaux chez nous sont très grands, les lobes occipitaux chez eux sont plus grands. Donc, on est maintenant au moment où on va être capable de vraiment comparer ces formes-là, essayer de mieux comprendre ces structures différentes de cerveau entre des espèces humaines qui ont vécu en même temps et qui faisaient des choses très complexes au même moment. D'après ce que j'ai compris, et de façon très triviale, c'est pas la taille qui compte pour le cerveau, bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'il a grossi, le cerveau, et puis rapetissé, changé de forme? On sait ça? Non. Les causes, c'est toujours compliqué. Il y a plein de facteurs qui ont joué. Sur la grande histoire de l'humanité, sur 7 millions d'années, il y a déjà un effet de taille. Les premiers humains faisaient 1 mètre de haut. Ouais. Avec le temps, on est devenu de plus en plus grand et de plus en plus costaud. Au moment de Néandertal, ils étaient vraiment robustes et costauds. Les Cro-Magnons ou ces Homo sapiens du Paléolithique supérieur étaient aussi plus grands, plus costauds que la moyenne actuelle et avaient aussi une boîte crânienne plus grosse que les humains d'aujourd'hui. Donc il y a cet effet-là qui joue. Il y a un second aspect, c'est qu'en proportion, le cerveau est devenu plus gros aussi au cours de l'histoire de l'humanité par rapport à la taille du corps. C'est en partie lié au changement de mode de vie et aux capacités des humains, mais le problème, c'est qu'on est dans un raisonnement un petit peu circulaire. Qu'est-ce qui permet ces avancées ou pas ? Le fait de manger plus de viande, ce qui permet un apport vraiment différent dans l'alimentation. Le fait d'utiliser le feu, qui permet de cuisiner, de digérer mieux et d'avoir aussi une meilleure digestion de la nourriture, sont des étapes qui ont contribué à cette histoire-là. Mais justement, on se rend compte, typiquement pour l'utilisation du feu, ça a été probablement fait par plusieurs espèces humaines différentes. Néandertal, Sapiens, Homo erectus, qui avaient des tailles de cerveau très différentes. Ça veut dire que c'est pas uniquement la taille qui a permis un passage, c'est aussi des connexions, une structure qui était partagée entre ces espèces-là, qui ont permis des choses nouvelles au cours du temps. Donc c'est une imbrication complexe où de nouvelles particularités cérébrales permettent de nouveaux comportements qui eux-mêmes favorisent l'apparition de nouvelles choses, etc. Et c'est une grande histoire qui s'est poursuivie. On sait toujours pas ce qui s'est passé, ce fameux grand bond en avant, entre le moment où on suce des cailloux, si j'ose dire, et le moment où on commence à utiliser des outils. On sait toujours pas. Ça, votre travail peut permettre justement de savoir quel est le moment, le passage. Alors, il faut tempérer l'image qu'on a des humains préhistoriques vraiment simplistes et idiots. Je fais pas de différence. Enfin, il y a un moment donné où ça reste... Il y a des étapes, des paliers, mais il faut, dans le sens où il faut relativiser, c'est que par exemple maintenant on sait que les premiers outils en pierre ont plus de 3 millions d'années. Oui, c'est ça. Sont contemporains des australopithèques. Entre 2 et 1,3 million d'années, il y a des paranthropes qui utilisent des outillages en pierre complexes, avec vraiment des protocoles de fabrication compliqué avec un tout petit cerveau. Donc c'est beaucoup plus complexe que l'image vraiment simple qu'on avait de cette croissance du cerveau liée à l'acquisition de nouveaux comportements. Il s'est passé plein de choses et tout ça a été imbriqué. Et surtout, ces humains vivaient en société, fabriquaient des choses. Évidemment, ils n'avaient pas la vie que l'on a aujourd'hui, mais il faut aussi relativiser la vision qu'on a de notre intelligence. Typiquement, quand on est face à ces cerveaux d'humains-là, quand on compare Sapiens, Néandertal et puis les humains d'aujourd'hui, il faut
avoir un peu de recul et se rendre compte que nos capacités, aujourd'hui, elles sont plus individuelles. Moi, je suis vraiment convaincu qu'en termes de capacité individuelle, intellectuelle, moi, Cro-Magnon ou Néandertal, on a le même ordre de capacité. Vous disiez ça déjà dans la précédente interview, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais parce que on voit bien la complexité de ce qu'ils savaient faire. Les peintures de la grotte Chauvet, on aurait beau m'apprendre très longtemps, je ne saurais pas le faire. Faire un biface aussi beau que ceux que faisaient les Néandertaliens, on aurait beau m'apprendre, j'aurais du mal. Le cognitif et l'apprentissage à plusieurs. Voilà, c'est ça. Et nous, on a cette capacité aujourd'hui, depuis quelques siècles ou millénaires, d'avoir cumuler la connaissance et d'y avoir accès. Et ça, c'est extraordinaire, mais c'est pas une capacité individuelle. On est d'accord. Et donc, on a cette vision de l'humain du passé moins compétent que nous parce qu'on fait des podcasts, on les écoute, où on a l'impression d'être très capable individuellement, alors que c'est pas tout à fait vrai. Il faut rester humble par rapport à ça. Incapable de fabriquer un micro, par exemple. Déjà, j'ai du mal à utiliser les caméras, donc vous imaginez évidemment ce qui se passe. On est d'accord que là, vous avez reconstitué quelque chose d'extraordinaire. C'est l'extérieur de l'enveloppe, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On est encore obligé de supposer, j'imagine. On va même pas s'attaquer à la supposition parce qu'on n'arrivera jamais à réatteindre l'intérieur puisqu'elle ne se fossilise pas. L'IA on ne peut pas aider, le voir. Par exemple. Alors, l'IA va probablement nous aider, mais ça reste encore un peu complexe. Dans le cadre de ce projet, on a utilisé l'IA pour arriver à mieux reconstituer les crânes. Ça peut paraître étonnant, mais des crânes obtenus par IRM, dans le domaine médical, personne ne savait faire. Parce que ça n'avait jamais été utilisé dans cette fin-là. Ce qui fait qu'on a travaillé avec des ingénieurs spécialisés dans les reconstitutions et le traitement de l'imagerie, en lui fournissant nous plein d'infos et plein de modèles issus de plein de techniques différentes. Il a pu entraîner l'IA qui maintenant sur l'IRM arrive à extraire tout. Ce qui fait que sur nos données d'IRM où on a la boîte crânienne, eh bien maintenant on est capable d'avoir la boîte crânienne, le cerveau, les sinus, la peau, plein de tissus, etc. sur la même acquisition parce qu'on a réussi à entraîner l'IA pour qu'elle arrive à voir toutes les petites différences qu'il peut y avoir. Donc ça, voilà, ça permet de le faire. Arriver à mieux lire ce qui est caché à l'intérieur, malheureusement, puisqu'on ne l'a pas, on n'y arrivera pas. Bien entendu. Entraîner l'IA sur de grandes séries pour arriver à mieux lire les sillons, c'est un objectif, mais ça nous demandera des années, simplement parce que là encore, il faudra avoir plein d'informations et qu'elles soient le plus précises possible pour pouvoir entraîner l'IA. Si on lui donne des informations un peu floues, pas très justes, les résultats qu'on aura ne seront pas meilleurs que ce qu'on a fait jusque-là. Évidemment. Donc il faut avoir une base de données vraiment solide et large pour que l'IA soit utile. C'est une perspective un peu plus lointaine, mais on espère le faire. On va quand même essayer d'approcher ce genre de choses-là. Par exemple, sur nos volontaires, on a réussi à enregistrer les principaux réseaux de fibres grâce à l'IRM. Donc, on a une information sur l'intérieur, non pas sur les sillons et comment ça se plisse, enfin, on l'a aussi, mais on a donc ces connexions entre les différentes zones. Notre objectif à terme là, ça va être justement d'essayer de mieux comprendre les connexions entre différentes zones du cerveau lors de certaines activités. Parce que on sait que le cerveau est latéralisé, en particulier pour certains comportements comme l'utilisation de la main ou le langage. Donc on a enregistré plein d'informations sur nos volontaires. Là, on l'a fait sur plus d'une centaine d'individus en leur faisant faire plein de tests de précision, de saisie, de force. On a mesuré aussi leurs mains, leurs bras, leur rapidité, leur dextérité, et puis des asymétries liées au langage, à la vision, à l'audition. Donc on a toute cette base de données-là pour nos volontaires, en plus de toutes les données qu'on a sur l'imagerie du cerveau. Monstrueux. Donc on va analyser ça. Oui. Là, l'IA ou les méthodes de calcul vont nous aider pour essayer de voir toutes les petites corrélations qu'il peut y avoir, pour essayer d'identifier à quel point le degré d'asymétrie est important en fonction de l'asymétrie manuelle, par exemple. On sait déjà, en fait, que le cerveau il est asymétrique globalement avec l'avant du cerveau à droite plus prononcé, l'arrière du cerveau à gauche plus en arrière, chez les droitiers. C'est connu de manière empirique, mais on n'avait jamais pu l'étudier dans le détail. Là, on a la première série qui va nous permettre de le faire. Et si on arrive à voir des corrélations, on pourra essayer d'appliquer ces informations-là aux fossiles, appliquer aussi toutes les informations qu'on a sur les connexions qu'il y a entre les zones, en faisant un peu d'imagerie fonctionnelle, pour essayer de voir si, chez les Néandertaliens, on peut arriver à voir le même type d'asymétrie et essayer d'interpréter
peut-être leur latéralité manuelle ou leur capacité de langage. Donc petit à petit, on peut avoir un squelette, ou les restes d'un squelette d'un fossile de Néandertal, on pourra dire c'est un homme, c'est une femme, droitier, si c'est une femme, combien elle a eu d'enfants, parce que ça on sait faire. Mais plus ça va, plus on va loin. En fait. C'est ça, on essaye d'aller de plus en plus loin. Alors typiquement un homme, une femme ou le nombre d'enfants, pour des Néandertaliens, on ne le fait pas très bien. Ah. Parce que le bassin des Néandertaliens est beaucoup moins dimorphique, beaucoup moins différent entre les hommes et les femmes que chez nous. Et typiquement là, la paléogénétique pourrait nous être très utile. Malheureusement, pour les fossiles anciens trouvés il y a plus d'un siècle, pour lesquels on a mis plein de colle dessus, la génétique en général ne donne pas de résultats. Donc pour La Chapelle, la Ferrassie, quand on dit que c'est un homme ou une femme, c'est lié aux anciens travaux où on se basait juste sur la taille d'ensemble. Et parfois, on se trompe. Quand c'est une chance sur deux, on a quand même une petite chance de se tromper quand on a des individus. Donc ça, on ne sait pas. Par contre, j'espère, en poursuivant ce projet-là, arriver à mieux apprécier la forme de leur cerveau et en analysant le squelette, en effet, mieux comprendre leur latéralité, mieux comprendre comment ils servaient de leurs mains, de leurs bras, à quel point ils étaient droitiers, essayer de mieux comprendre tout ce qu'ils étaient capables de faire. Il y a une différence, sans rentrer dans les bêtises, mais entre un cerveau masculin et féminin ? Oui. Il y a une différence de forme, en fait. Il y a une différence de taille. Une petite différence de forme. Mais, voilà, oui. La bêtise, mais aussi étonnamment, malheureusement, jusque-là, on ne sait pas bien. Simplement parce que les recherches... Ah non, alors sur le cerveau, on sait très peu de choses. Ah oui, je pensais qu'on savait beaucoup de choses. C'est à peu près la même chose que pour l'astronomie. C'est gigantesque, il y a tellement de choses à faire qu'on a de nouveaux outils qui nous permettent parfois de voir un peu mieux, mais qu'on a encore un champ énorme à faire. Pour le cerveau, en gros, ce qu'on a fait jusqu'au début des années 2000, même 2010, ça a été de constituer des grosses bases de données pour essayer de faire un cerveau moyen, pour bien comprendre l'architecture d'un cerveau, ou analyser un cerveau dans le détail, mais un unique cerveau. Et finalement, la diversité, il y a très très peu de travaux. Il y a peu d'articles qui décrivent la forme du cerveau en fonction des différentes régions du monde, et encore moins d'articles qui décrivent la différence entre les hommes et les femmes. Ah, c'est incroyable, je pensais que c'était fait depuis très très longtemps, donc c'est curieux. Non, pour des limites aussi de matériel et de calcul. Le cerveau, il y a tellement d'informations quand on le mesure, que si on veut le comparer entre plein d'individus, ça demande des capacités de calcul qui sont énormes, qu'on n'avait pas jusqu'à il y a quelques années. Et maintenant, on dispose de ça, donc on commence à le faire. J'imagine que dans 10 ans, ce sera encore plus extraordinaire, parce que les technologies, les techniques auront évidemment changé. On pourrait rêver de faire une sorte de galerie phénoménale de l'homme de Néandertal jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire les cerveaux au Moyen-Âge, l'Antiquité, Moyen-Âge, moderne, etc. Et voir les différences, on pourrait faire ça à terme en fait, c'est presque ce qu'on a fait là. Là, il y a un cerveau d'il y a 28 000 ans, il y a d'Homo sapiens, un cerveau de néandertalien. On pourrait mettre votre cerveau à côté sans difficulté et regarder les variations. Ce qui est important aussi, c'est de garder en tête que les comparaisons, elles doivent se faire entre individus. Donc pour ça, il faut un certain nombre d'individus pour que ça ait du sens aussi. Ce qui est certain, on le sait déjà, entre les humains d'il y a 30 000 ans et les humains d'aujourd'hui, il y a une différence globale de taille. Le cerveau des humains de l'époque était 10-15% plus gros en moyenne que le cerveau des humains d'aujourd'hui. Et donc là aussi, on va pouvoir reprendre ces travaux pour essayer de bien comprendre ces différences de taille et aussi ces différences de forme. Mais voilà, il faut le temps maintenant de réanalyser tous les endocrines, parce que c'est ça la difficulté aussi. On a montré là que jusque-là, on s'était un peu trompé dans ce qu'on déterminait, donc on va prendre le temps maintenant de tout réanalyser, de regarder fossile par fossile pour faire des descriptions qui sont plus justes que ce qu'on avait pu faire auparavant. Par exemple, on pourra savoir s'ils parlaient, parce qu'on sait qu'ils en avaient la possibilité technique, on va dire, physique plutôt. Est-ce qu'on pourrait savoir s'ils parlaient vraiment ? Ça, c'est un des grands mystères, et je ne sais pas quand on sera capable de le résoudre. En tout cas, dans l'état actuel des connaissances scientifiques, la biologie ne nous donne pas réellement d'indications. Les recherches archéologiques, oui. En regardant les productions, les outils associés, ce que fabriquaient les humains, on se rend compte qu'il y a une telle complexité de comportement que ça implique probablement des communications complexes, et ça, globalement, les gens l'acceptent. La difficulté de la biologie, c'est que cette idée que l'on a que à partir du cerveau, on peut directement interpréter un comportement, c'est une vision qui est trop simpliste. Il y a des zones qui sont fondamentales
pour certaines activités. Le langage, il y a 2 zones, l'aire de Broca, l'aire de Wernicke, qui sont directement impliquées. Mais quand on parle, tout le cerveau fonctionne. Bien sûr. Donc, c'est complexe d'être capable d'interpréter juste à partir de la forme. Pour le moment, on est sur l'anatomie, on arrive à voir des ressemblances, des différences sur la forme du cerveau. On a amélioré notre capacité, par exemple, à reconnaître l'aire de Broca sur les fossiles, ce qui va être utile pour essayer de comparer biologiquement, mais ça n'arrivera jamais jusqu'à la capacité de dire juste sur la forme s'ils étaient capables de parler ou pas. Bon, il y a encore plein de choses à raconter. Peut-être qu'on y arrivera par le cumul des connaissances grâce à la génétique, et quand on aura progressé par rapport à plusieurs gènes, et qu'on aura progressé aussi sur notre carte de connexion et de détail du cerveau, peut-être qu'on aura de meilleurs éléments qui nous montreront le moment où apparaissent des choses, mais il faut se rendre compte que le fonctionnement du cerveau est tellement complexe que c'est difficile de l'interpréter comme ça sur un petit coup magique. Je voudrais terminer avec une expérience que vous avez faite avec des personnes non-voyantes. Vous leur avez fait toucher, je crois, l'endocrâne, c'est ça? Oui. Et ils avaient repéré des choses que vous n'aviez pas vues, que l'imagerie 3D était limite capable de faire, en fait. Ils avaient cette sensibilité-là. Là, je vous ai apporté le résultat final du cerveau où on voit bien les sillons. Un endocrâne, c'est une grosse boule très lisse avec quelques reliefs et quelques creux qui sont bien visibles, mais qui sont diffus, surtout les petits creux. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas bien compte. Il faut beaucoup d'entraînement, et même avec l'entraînement, il faut avoir aussi des bonnes informations pour ne pas se tromper dans ce qu'on essaye de décrire. Et j'ai eu la chance d'organiser plusieurs fois des animations avec des non-voyants qui, eux, quand on leur donnait l'objet, en leur expliquant simplement où est l'avant, où est l'arrière et les principales zones, ils ont une telle sensibilité qu'ils arrivaient à discriminer exactement ce que je leur racontais et à repérer des choses que moi, j'avais mis des années et des années à lire. Et si je donne à un voyant un endocrâne et je lui explique, on mélange les informations, on regarde, on essaye de comprendre, et ce qui fait qu'on n'est pas capable de bien voir. Eux, par l'information simple de telle zone, etc., ils arrivent à le lire directement parce qu'ils avaient une sensibilité bien plus importante à toutes ces choses-là. Je trouve ça absolument fascinant. Il y a des tas de... Je rêve que de la suite, en fait, de votre prochain livre. Parce que... Alors, le prochain livre, je ne sais pas, mais de la suite scientifique, moi aussi, j'y tiens. Parce que ça fait longtemps que des chercheurs ont essayé, sur la forme du cerveau, d'aborder les comportements en disant, voilà, telle zone est plus grosse, donc ça implique ça. Et c'est un raisonnement trop simpliste et probablement largement faux. Là, on a la possibilité de le faire parce qu'on a des grosses bases de données qu'on va pouvoir comparer, des asymétries qui sont vraiment liées à des fonctions. Et ça, je suis ravi de le faire. Et si d'ici quelques années, on arrive à mieux comprendre cette latéralité manuelle et à voir si Néandertal est comme nous ou pas, eh ben, ce sera passionnant. Ce sera un vrai résultat scientifique. Carrément génial. On pourrait imaginer un jour peut-être toutes ces technologies-là au service carrément des fouilleurs. C'est-à-dire l'IA, les robots peut-être. Parce que pour l'instant, c'est des humains qui gratouillent la Terre. Oui. Alors, oui, il y a une expertise qui est importante quand on gratouille, c'est fondamental. On a déjà des outils qui sont de plus en plus performants. On enregistre toutes les coordonnées, toutes les informations, on fait des photos pour avoir de la photogrammétrie. En fait, l'aspect dramatique de fouilles archéologiques, c'est que on a des informations qui sont présentes, qui ne sont qu'un reflet très partiel de ce qui a existé. Il faut imaginer que des humains ont vécu, ont laissé là des objets. Avec le temps, il n'y a qu'une toute petite partie qui est restée, en quelque sorte, leurs déchets. Oui. Si par chance, un corps est resté là parce qu'ils l'ont enterré, il y a un comportement aussi qui est fossilisé, mais tout ne se garde pas. Et ce qui fait que quand on fouille, on trouve ces données-là, mais on les détruit en les collectant. C'est pour ça que le fait de maintenant pouvoir tout enregistrer, ça nous permet de le reconstituer virtuellement, mais avec une perte d'informations malgré tout. Mais on poursuivra ainsi parce que c'est important, c'est ce qui nous permet de comprendre, de lire ces niveaux archéologiques avec des outils de plus en plus performants. Malheureusement, je ne crois pas qu'on arrivera un jour à simplement scanner le sédiment et à tout enregistrer. Ce serait merveilleux. Peut-être qu'un jour on y arrivera. Pour le moment, ce n'est pas encore au point. Par onde, on n'arrive pas à lire exactement ce qu'il y a. Vous parliez de bases de données tout à l'heure. J'imagine que ces bases de données maintenant sont accessibles à tous les chercheurs. Et ils peuvent s'en servir et progresser et puis finalement
faire progresser l'humanité, en fait. Notre connaissance. C'est un objectif, c'est censé être la base de départ de la science. Dans les faits, c'est toujours difficile de partager des données, simplement parce qu'on les a constituées d'une certaine manière et qu'il faut donner la clé de lecture aux autres. Et puis l'autre aspect, c'est que globalement, même si on est censé le faire, finalement, ça se fait assez peu pour plein de raisons. La structuration de la recherche scientifique aujourd'hui, qui est plutôt compétitive, par de l'argent qui arrive par différents biais et qui ne facilite pas finalement qu'on puisse produire de la connaissance, à limiter cet aspect-là. Là, dans le cadre de ce projet, on est en train de finaliser la lecture précise et les clés de lecture pour que les gens puissent l'exploiter. C'est ça qui est important. Et évidemment, on va mettre en accès libre tout ça. On l'a déjà diffusé à tous nos partenaires, mais pour que ce soit utilisable par les autres. Et c'est ça qui est important. Pas juste mettre des bases de données avec des tableurs Excel qui ne sont pas exploitables, mais donner les informations que les autres vont pouvoir réemployer pour aller plus loin et apporter de nouvelles choses. Oui. Ça, c'est génial. Dans la tête de nos ancêtres, Antoine Balzeau, vous êtes formidable, mais je vous le dis à chaque fois, illustré par Tiffaine Derry. C'est pas neutre, hein, les illustrations, elle vous a suivi tout le temps, hein, dans toutes vos démarches, dans tout le projet. C'est un peu les yeux dans les bleus, mais façon archéologie, paléontologie, etc. Vous êtes paléo-anthropologue, pardon. C'est un métier fabuleux, ça doit donner plein d'envie. Plein d'enfants comme vous avez eu. Oui, c'est ça. Moi, ça me plaît beaucoup. Et puis, c'est vrai que là, cette opportunité de travailler avec des gens de domaines très différents, ça permettait de construire quelque chose de plus ambitieux et d'aller beaucoup plus loin. Et Tiffaine, elle est rentrée dans cette perspective-là aussi. Elle est illustratrice scientifique. Elle est restée avec nous pendant 6 mois. Elle a travaillé à cette fin-là. On a réussi à avoir l'accord très vite d'en faire un ouvrage. C'est pour ça qu'on a pu le faire. Bien sûr. C'est pour ça que c'est aussi richement illustré et parce qu'on a pu aussi construire cette activité de diffusion scientifique des connaissances. Donc une part en plus à ce projet-là, mais qui était vraiment très très chouette. C'est chez Belin. Ce qui est intéressant aussi, c'est que votre dernier livre parlait de la ferracie, justement, et de vos recherches sur le terrain. Là, on voit que c'est en laboratoire, avec des outils Astérix, Obélix. Enfin, vous êtes des marrants aussi. Ça, c'est sympa aussi de voir que vous pouvez vous amuser aussi avec les noms. Oui. Avec des outils qui sont parmi les meilleurs au monde. Cocorico, un peu quand même. Oui. C'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir accès à des équipements performants. Ça se sait pas assez. Je suis désolé, mais c'est dommage. Et ce qui était bien aussi, et là typiquement, on a eu l'opportunité de travailler avec l'Institut du cerveau, le centre d'imagerie de l'Institut du cerveau. Donc là aussi, c'est le meilleur du monde dans ces aspects-là. On a travaillé avec les chercheurs de Neurospin, qui est aussi un centre de recherche sur le cerveau où ils développent leur propre logiciel. Et c'est parce qu'on avait toutes ces compétences d'équipe qui sont dans les meilleurs au monde qu'on a vraiment pu construire quelque chose de nouveau et qui va beaucoup plus loin, nous permettant d'aboutir à ces résultats-là, dont on est très content, puisque c'est la première fois qu'on a sous les yeux quelque chose qui ressemble vraiment à un cerveau d'un néandertalien. Vous pouvez être fier, en tout cas moi en le lisant, ça m'a rendu super fier. J'avais l'impression, mais sans forfanterie ou quoi que ce soit, c'est le Concorde, c'est ce que la France sait faire de mieux. Mais c'est vrai, c'est ce que la France sait faire de mieux quand les gens travaillent ensemble, et il y en a marre de toutes les querelle de chapelle. Alors, ça va au-delà de ça, parce qu'il y avait des chercheurs d'autres pays qui ont participé, mais il y avait... c'est vous qui avez mené le truc. Oui, et puis il y avait cette possibilité d'avoir les moyens techniques à proximité. L'Institut du cerveau, c'est à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Neurospin, ils sont sur le plateau de Saclay. Donc on avait cette proximité qui était très importante aussi pour que les volontaires puissent faire toutes les expérimentations sur place. Mais ça concernait aussi des chercheurs qui venaient d'un peu partout et les meilleurs dans leur domaine pour aller le plus loin possible dans nos recherches. Ce qui prouve que on peut être chercheur dans des tas de domaines et puis toucher à la paléontologie et après revenir par tous les moyens finalement. Oui, et puis l'intérêt c'est la communication qui permet que ce soit utile à tous. On a pu faire ça parce que le fait d'imager le cerveau et d'aller plus loin dans le détail pour l'Institut du cerveau, ça les intéressait aussi. Ça leur a permis d'améliorer leurs outils d'IA pour détecter les informations anatomiques dans la perspective après de traiter des patients. Donc ça, c'est un vrai apport. On travaille avec Necker ou Lariboisière sur des aspects de pathologie. Ils nous fournissent des données et nous, on leur apporte de nouvelles bases de données, d'informations, de connaissances qu'ils peuvent exploiter directement dans leur
leurs recherches sur des pathologies. Donc voilà, c'est parce qu'on travaille tous ensemble aussi qu'on améliore nos domaines respectifs et que c'est utile à tous. C'est de ça qu'on peut être fier. Et juste pour terminer, pour rigoler, on pourrait imaginer que vous êtes tombé sur un fossile d'une personne malade, peut-être même pas, enfin, différente, difforme. Ça pourrait... Vous avez pris ça en compte? Non, quand même pas. Si, de toute façon, c'est l'approche qu'on a à chaque fois qu'on trouve un fossile. Alors c'est vrai qu'il y a cette logique statistique qui est que si on trouve un individu, la probabilité voudrait quand même qu'il soit plutôt dans la moyenne plutôt que dans les extrêmes. Statistiquement, c'est logique. Néanmoins, on a certains fossiles qui sont très particuliers. Par exemple, ça va être très parlant. Lucie, c'est l'image qu'on a tous d'un australopithèque, parce qu'elle est célèbre en France. Lucie et son petit maître, c'est l'image qu'on a d'un australopithèque. Il faut savoir que Lucie, c'est une des plus petites des australopithèques qu'on ait trouvées. Elle fait 1,5 m, c'est l'avant-dernière des plus petites. On a trouvé certains australopithèques dont on estime la taille à 1,65 m ou 1,70 m. Ça change tout de suite la tête d'un australopithèque. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir une diversité. C'est pour ça qu'on a analysé plusieurs individus. Et si on a commencé par Néandertal, c'est justement parce qu'on avait plusieurs crânes très bien conservés, plusieurs squelettes pour les étapes à venir, et que ça nous permettait de faire une comparaison importante avec une espèce qui est la plus proche de nous en termes d'évolution, la dernière avec qui on s'est séparé et la dernière avec qui on a vécu. Ça permettait de faciliter les recherches, même si évidemment à terme on va essayer de l'utiliser aussi, toute cette connaissance, à interpréter le cerveau d'espèces plus lointaines, plus anciennes, avec moins de spécimens. Mais voilà, c'est de la recherche, ça aussi. C'est génial, j'adore. Dans la tête de nos ancêtres, achetez-le, mesdames, messieurs, parce que ça, c'est génial. Vous allez pouvoir le lire et c'est vraiment facile à lire. C'est très bien fait, justement, pour ça. Merci beaucoup, Antoine Balzo. Merci. Il faut aller au Muséum d'Histoire naturelle, Musée de l'Homme. Bien sûr, merci beaucoup. Merci.